Par un matin d'automne frisquet, le brouillard enveloppait Eldenra, un petit village rural niché au cœur du nord-ouest du Pacifique. Au loin, la silhouette imposante du parc national d'Eldenridge se dressait comme un gardien silencieux, un vaste territoire de forêts denses, de falaises abruptes et de vallées profondes qui semblaient engloutir les secrets sans laisser de traces. Lana Rowe venait à peine d'ouvrir les yeux lorsque la sonnerie stridente de son téléphone brisa le silence de l'aube. L'horloge numérique sur sa table de nuit indiquait 6h17. Dehors, le soleil commençait à percer le brouillard, baignant tout d'une lumière pâle et spectrale. Lana attrapa son téléphone, son cœur bondissant en voyant l'identifiant de l'appelant, l'inspecteur Roy Beckett. 6 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait perdu sa famille, sa fille de 11 ans, Mira et son mari, Daniel, dans ce que tout le monde considérait comme un tragique accident de montgolfière. 6 ans de jours vides, de nuits sans sommeil, à se demander s'ils étaient encore en vie quelque part. « Allô » dit Lana, la voix encore lourde de sommeil, mais l'esprit instantanément en alerte. « Madame Rowe, je suis désolé de vous appeler à cette heure, dit l'inspecteur Beckett, le ton grave. Mais nous avons une mise à jour importante concernant votre affaire. » Lana se redressa, serrant le téléphone plus fort. « Qu'est-ce que c'est? Qu'avez-vous trouvé » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Un randonneur a fait une découverte dans les bois hier soir, » expliqua l'inspecteur. « Nous pensons avoir retrouvé la montgolfière dans laquelle se trouvaient votre mari et votre fille le jour de leur disparition. » Le monde sembla vaciller autour d'elle. Après 6 ans de silence, sans indice ni dénouement, cela était bouleversant. « Où » parvint-elle à demander. « Au fin fond du parc national d'Eldenridge. C'est un endroit très isolé. Nous aimerions que vous veniez sur place dès que possible. » « Pouvez-vous venir ?»« Oui, » répondit Lana sans hésiter. « J'arrive bientôt. » Elle nota les coordonnées et raccrocha, les mains tremblantes. À peine avait-elle posé le téléphone qu'il sonna de nouveau. Cette fois, c'était Grant Miles, le meilleur ami de Daniel, depuis l'enfance et son associé dans Skyreach Balloons, l'entreprise qu'ils avaient fondée avec leur passion pour le vol. Grant avait été un pilier pour Lana après la disparition, l'aidant à surmonter son chagrin et les défis pratiques de la vie sans Daniel. « Lana, je viens de parler à Roy à propos de la découverte, » dit Grant lorsqu'elle décrocha. « Oui, je me prépare pour y aller maintenant, » répondit-elle. « Laisse-moi passer te chercher, » proposa-t-il. « Le brouillard est épais, les routes sont glissantes. On va au même endroit, de toute façon. » Lana accepta avec gratitude. Ce n'était pas une offre inhabituelle. Grant avait toujours été là pour elle. Elle s'habilla rapidement, enfilant un jean, un pull et des bottes robustes adaptées à la randonnée. Lorsqu'elle eut fini de boire un café précipité, le SUV argenté de Grant s'arrêta dans son allée. Le trajet jusqu'au parc prit environ 20 minutes, mais le silence entre eux était lourd d'appréhension. Grant, habituellement bavard, était étrangement silencieux, ses jointures blanches alors qu'il agrippait le volant. « Qu'est-ce que tu penses qu'ils ont trouvé ?» demanda finalement Lana, brisant le silence. Grant secoua la tête. « Je ne sais pas, mais quoi que ce soit, on l'affrontera ensemble. » L'inspecteur Beckett les retrouva à une petite station de ranger à la lisière du parc. De là, ils le suivirent à pied, s'enfonçant dans les bois par un sentier accidenté, parfois inexistant, qui les obligeait à escalader des troncs tombés et à contourner des forêts denses. « C'est encore loin ?» demanda Lana après près de 40 minutes de marche. « Pas beaucoup plus loin ?» répondit Beckett. Le site est éloigné de tout sentier établi. C'est pourquoi il n'a pas été découvert jusqu'à maintenant. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, Lana retint son souffle. Devant eux, une vaste zone était délimitée par un ruban de police jaune. Au centre, un énorme cratère d'au moins 5 mètres de diamètre et plusieurs mètres de profondeur révélait les restes indéniables d'une montgolfière. La toile colorée étalée sur une bâche. Dans la terre, le panier en osier renversé et plusieurs bonbonnes de propane éparpillées. Des officiers et des techniciens de la scène de crime travaillaient méthodiquement, prenant des photos, mesurant et collectant des échantillons. La toile de la montgolfière, autrefois vibrante, était maintenant décolorée et déchirée, couverte de terre et de feuilles en décomposition. L'inspecteur les conduisit vers un homme grand et mince, vêtu d'un équipement de randonnée, avec un berger allemand assis attentivement à ses côtés. « Voici Caleb Marsh, » dit Beckett. Lui et son chien Ranger ont découvert le site hier. Caleb hocha la tête poliment. « Je suis désolé pour votre famille, madame. » Lana, la voix à peine audible,
demanda comment l'avez-vous trouvé. Caleb désigna son chien. Ranger est un ancien Hier, alors qu'on randonnait hors des sentiers, il a soudainement commencé à aboyer et à creuser à cet endroit. Il est entraîné à détecter des restes humains, alors j'ai appelé la police immédiatement, pensant que quelqu'un pourrait être enterré ici. L'inspecteur prit la parole. Quand nous avons commencé à creuser, nous avons trouvé la montgolfière sous une bâche. La végétation au-dessus de petits arbres et arbustes était plus jeune que la forêt environnante. Tout était soigneusement placé et enterré, ce qui suggère que quelqu'un essayait de cacher des preuves. Lena s'approcha du bord du cratère, les yeux fixés sur la montgolfière. « C'est celle-là » dit-elle doucement. « Je reconnais le motif. Daniel et moi l'avons conçu ensemble. C'est jaune et orange strié de noir. C'est notre montgolfière. » Elle se tourna vers l'inspecteur, l'espoir et la peur se disputant en elle. « Avez-vous trouvé des corps ?» Le chien a senti quelque chose. Beckett secoua la tête. « Nous avons fouillé toute la zone et n'avons trouvé aucun reste humain. Ce que Ranger a détecté, c'est le gaz propane résiduel des bonbonnes enterrées avec la montgolfière. » Lena s'enlaça, assimilant l'information. « Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas disparu à cause d'un accident météorologique? Quelqu'un a enterré la montgolfière exprès. Nous ne pouvons pas être sûrs à 100% pour l'instant, » avertit l'inspecteur. « Notre enquête initiale a montré des rapports d'un temps imprévisible ce jour-là, qui aurait pu causer un crash, mais ces preuves suggèrent fortement que ce n'était pas un simple accident naturel. Quelqu'un a essayé de le dissimuler. » Une lueur d'espoir s'alluma dans la poitrine de Lena. « Alors mon mari et ma fille pourraient être vivants? Ils pourraient être quelque part là-dehors ?» L'inspecteur conserva une expression neutre. « Nous explorons toutes les possibilités, madame. » Alors que les techniciens de la scène de crime poursuivaient leur travail méticuleux, Grant, qui était resté inhabituellement silencieux, s'approcha du bord du cratère. Son visage était pâle, son expression indéchiffrable alors qu'il observait les débris. Il sortit son téléphone et commença à prendre des photos, mais Lena remarqua qu'il ne photographiait pas la scène dans son ensemble. Il zoomait sur une petite plaque métallique, attachée au panier, le numéro de série. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle. « Hein » répondit Grant, distrait. « Ces montgolfières coûtent cher. Je devrais tout documenter. » Lena hocha la tête, n'y prêtant pas trop d'attention. Grant avait toujours été le pragmatique, l'homme d'affaires qui gérait le côté opérationnel, pendant que Daniel était le visage charismatique de l'entreprise. Mais quelque chose dans son comportement la troublait. Un technicien de la scène de crime les appela pour montrer des traces de sang sur le panier en osier, et des dommages qui ne pouvaient pas être expliqués par un simple crash. « Regardez ces déchirures dans la toile » expliqua le technicien. « Et ces marques sur le panier. Ce ne sont pas seulement des dommages dus à une chute. On dirait des signes de lutte, comme si quelqu'un s'était battu à l'intérieur du panier. » L'esprit de Lena s'emballa avec des possibilités terrifiantes. Quelqu'un avait-il attaqué sa famille en plein vol? Mira avait-elle paniqué lors d'un crash, et Daniel avait-il essayé de la calmer? Ou quelque chose de plus sinistre s'était-il produit? Nous traiterons tout cela minutieusement, assura l'inspecteur Beckett. Vous pouvez rentrer chez vous si vous voulez. Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons plus d'informations. Il se tourna vers Grant. Monsieur Miles, nous devrons organiser une réunion avec votre personnel à la siège de Skyreach, selon ce que nous trouverons ici. Pouvez-vous arranger cela? Grant hocha la tête. Bien sûr. Dites-moi juste. Quand? Après un dernier regard sur la montgolfière qui avait emporté sa famille, Lena s'éloigna l'esprit rempli de questions sans réponse. Avec la permission de l'inspecteur, elle et Grant quittèrent le site. Le randonneur Caleb et son chien Ranger avaient déjà échangé leurs informations avec la police et étaient partis. Le brouillard matinal commençait à se dissiper, mais l'air restait frais et humide. Alors qu'ils retournaient au SUV de Grant. « Veux-tu que je te ramène chez toi ?» proposa Grant. Pendant le trajet, Grant serra brièvement la main de Lena. « Essaie de ne pas trop t'inquiéter, » dit-il doucement. « La police va résoudre ça. Ils nous tiendront au courant quand ils en sauront plus. » Lena hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler. Son esprit était toujours sur le site de l'excavation, avec la montgolfière qui avait emporté sa famille il y a 6 ans. Lorsqu'ils arrivèrent à sa maison de 2 étages,
Grant coupa le moteur. Puis-je entrer un moment? Demande. J'ai besoin de remplir des formulaires d'assurance et je pourrais utiliser ta table de salle à manger. Je te préparerai même le petit déjeuner. Lena n'y réfléchit pas à deux fois. Grant était venu chez eux d'innombrables fois, avant et après la disparition. Lui et Daniel avaient passé de nombreuses soirées à cuisiner ensemble dans sa cuisine, partageant histoire et rire. Bien sûr, dit-elle, tu sais où tout se trouve. Je n'ai pas eu le temps de me laver ce matin. Alors je vais me rafraîchir. Grant la suivit à l'intérieur et se dirigea vers la cuisine. Ne t'inquiète de rien, lança-t-il. Le petit déjeuner sera prêt quand tu descendras. Tu n'es pas obligé de faire ça, protesta Lena faiblement. Ça ne me dérange pas, insista Grant. J'ai cuisiné ici avec Daniel plein de fois. Je connais ta cuisine. Lena monta dans sa chambre, fermant la porte derrière elle. Dans la salle de bain, elle s'appuya lourdement contre le lavabo, s'autorisant enfin à craquer. Les sanglots vinrent d'abord silencieusement, puis avec une intensité croissante, alors que la réalité de la découverte matinale la frappait. Après quelques minutes, elle parvint à se ressaisir suffisamment pour se passer de l'eau froide sur le visage. Elle prit son téléphone et envoya un texto à sa meilleure amie, Nona, qui vivait à plusieurs États, mais était restée un soutien constant. Ils ont retrouvé la montgolfière de Daniel et Mira, enterrée dans les bois, écrivit-elle. La police dit qu'elle a été cachée exprès. La réponse de Nona fut immédiate. Mon Dieu, tu vas bien? Qu'ont-ils trouvé d'autre? Lena tapa rapidement les détails de la matinée. En tant qu'ingénieur, Nona offrait souvent une perspective logique, qui complétait l'approche plus émotionnelle de Lena. D'après ce que tu décris, répondit Nona, on dirait que quelqu'un a saboté la montgolfière. Probablement la vanne du brûleur. Si le chien a détecté du gaz après tant d'années, ce n'était pas un accident. Si la vanne a été trafiquée, celui qui l'a fait s'attendait à ce que la montgolfière s'écrase et brûle dans la nature. Qui aurait pu faire ça? Demanda Lena. Oui, mais il y a généralement un contrôle approfondi avant chaque vol. Le suspect le plus probable serait celui qui a effectué l'inspection ce jour-là. Lena réalisa à quel point elle connaissait peu les opérations de l'entreprise de son mari, malgré ses visites occasionnelles au siège. Daniel avait toujours tenu sa vie professionnelle séparée, voulant que la maison soit un sanctuaire. « Merci pour ton point de vue », écrivit-elle à Nona. « Tu es l'une des femmes les plus fortes que je connaisse, Lena. Prends ça étape par étape. Je suis toujours... » L'échange avec Nona l'aida à se recentrer. Avec une détermination renouvelée, Lena se doucha rapidement et changea de vêtements. Lorsqu'elle redescendit, elle trouva le salon et la cuisine vides. L'ordinateur portable de Grant était ouvert sur la table de la salle à manger, où il avait également disposé un petit déjeuner simple de toast, d'œufs brouillés et de fruits coupés. Une cafetière fumait à proximité. Par la fenêtre arrière, elle aperçut Grant sur le porche, parlant animément au téléphone. Lena s'assit à la table à côté de l'ordinateur de Grant et se servit du petit déjeuner, versant une tasse de café. Alors qu'elle mangeait en silence, une série de notifications sonna depuis l'ordinateur. Au début, elle n'y prêta pas attention, concentrée sur son repas. Mais les notifications continuaient, l'une après l'autre, comme une cascade de gouttes numériques. Du coin de l'œil, elle ne put s'empêcher de remarquer des messages de chat apparaître dans le coin de l'écran de Grant. Elle capta des fragments. « Quelle belle femme! T'as de la chance, mec! Elle est parfaite! Tu la mérites! » Lena fronça les sourcils. Sa première pensée fut que Grant avait peut-être publié une photo avec sa femme, Melissa, sur les réseaux sociaux, et que c'était des commentaires d'amis. Mais elle y réfléchit. Pourquoi Grant posterait-il des photos personnelles un jour comme celui-ci, après une découverte aussi importante? Pourtant, elle se rappela que ce n'était pas ses affaires. Les activités en ligne de Grant lui appartenaient, même si le timing semblait étrange. La porte arrière s'ouvrit, et Grant entra rangeant son téléphone dans sa poche. « Te voilà » dit-il lui souriant, toute rafraîchie. « Merci pour le petit déjeuner » dit Lena, désignant l'assiette devant. « Avec plaisir » répondit Grant, fermant rapidement son ordinateur et commençant à rassembler ses affaires. C'était le siège au téléphone. « Je dois partir bientôt pour m'occuper des affaires d'assurance.
Finis ton petit déjeuner et repose-toi aujourd'hui. Ça a été une matinée chargée en émotions. Lena posa sa tasse de café. En fait, j'aimerais t'accompagner au bureau. Ça fait un moment que je n'y suis pas allé. L'année dernière, je crois. Après ce qu'on a trouvé ce matin, j'ai envie d'en savoir plus sur le travail de Daniel. Une ombre surprise, inquiétude, traversa le visage de Grant, mais elle disparut si vite que Lena se demanda si elle l'avait imaginé. Il ferma son ordinateur et le glissa dans son sac. « Ce n'est pas nécessaire, » dit-il d'un ton décontracté. « Il ne se passe pas grand-chose au siège ces jours-ci. Tu t'ennuierais ?»« J'insiste, » dit Lena, se surprenant elle-même par sa fermeté. Daniel m'y emmenait au moins une fois par an. Après ce qu'on a trouvé ce matin, j'ai besoin de renouer avec son travail. Grant hésita, puis hocha la tête. « D'accord, si tu es sûr. Je t'emmène au siège, mais ensuite je devrais partir pour la compagnie d'assurance. »« Merci, » dit Lena, finissant son café. Elle porta son assiette à l'évier pendant que Grant rangeait ses affaires. En quelques minutes, il sortait et montait dans le SUV de Grant. Alors qu'il roulait vers le parc industriel où se trouvait le siège de Skyreach Balloon, Lena remarqua la tension dans la mâchoire de Grant, la manière dont ses doigts tambourinaient nerveusement sur le volant. Pour la première fois, elle se demanda s'il y avait plus à découvrir sur le meilleur ami de son mari qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Le siège de Skyreach Balloon était situé dans un bâtiment moderne d'un étage avec de grandes fenêtres donnant sur un aérodrome privé, où les montgolfières de l'entreprise étaient lancées. Le parking était à moitié vide. Lorsqu'ils arrivent, en entrant dans l'aire de réception, Grant présenta immédiatement Lena à son assistante, une jeune femme nommée Mia, aux cheveux auburn courts et aux yeux vifs. « Mia, voici Lena Rowe, la femme de Daniel, » dit Grant. « Elle aimerait une visite, des installations. Peux-tu lui faire visiter pendant que je m'occupe de quelques affaires urgentes ?»« Bien sûr, monsieur Mile, » répondit Mia avec un sourire professionnel. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Rowe. » La jeune femme la guida à travers le bâtiment, expliquant les différents départements et opérations avec aisance. « Voici notre centre de service cliente, » dit Mia, montrant une salle où plusieurs employés répondaient au téléphone et travaillaient sur des ordinateurs. « Et par ici, c'est le studio de design, où nous créons les motifs personnalisés pour les montgolfières. » En marchant, Lena observa les photos qui ornaient les couloirs, beaucoup montrant Daniel souriant largement aux côtés de clients près de montgolfières. Son cœur se serra à la vue de son visage familier. « Tout le monde ici sait ce qui est arrivé à votre mari et votre fille, » dit Mia doucement, remarquant le regard de Lena sur les photos. « Ce fut une tragédie qui a affecté toute l'entreprise. Ils ont retrouvé la montgolfière ce matin, » dit Lena, les mots lui échappant avant qu'elle ne puisse les retenir. « Enterrée dans les bois. La police pense que ce n'était pas un accident. » Le visage de Mia changea, son professionnalisme s'effaçant momentanément, pour révéler quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Je n'avais pas entendu, » bégaya-t-elle. « C'est terrible. » La visite continua, mais Lena remarqua que Mia semblait distraite, ses explications devenant plus courtes et ses réponses aux questions moins détaillées. Lorsqu'elles atteignirent la baie de maintenance, un grand espace où les montgolfières étaient réparées et entretenues, Mia précipita l'explication. « C'est ici que nous effectuons toutes les inspections de maintenance et de sécurité, » dit-elle, gesticulant vaguement. « Chaque montgolfière est minutieusement vérifiée avant et après chaque vol. Pensez-vous que quelqu'un ici aurait pu avoir quelque chose contre mon mari? Peut-être que quelqu'un a saboté la vanne du brûleur. » Puis elle parla d'une voix douce et incertaine. « Tout le monde aimait Daniel, surtout la petite Mira. Je ne peux imaginer personne faisant quelque chose d'aussi horrible. »« Pourquoi pensez-vous cela? » ?»« Je ne sais pas, » dit Lena hésitant. « Juste une idée, une observation de l'enquête. » Ce matin, Lena était sur le point de poser des questions sur les protocoles de sécurité, lorsque Mia interrompit brusquement la visite. « Laissez-moi vous montrer notre salon client, » dit-elle, la ramenant vers le bâtiment principal. « Vous pourrez y attendre confortablement. En fait, j'aimerais voir le bureau de Daniel, » dit Lena. Une lueur de panique traversa le visage de Mia. « Je suis désolé, mais le bureau est verrouillé. Ça l'est depuis longtemps. Seul Monsieur Mile a la clé,
et il n'est plus au bureau. Avant que Lena ne puisse poser plus de questions, le téléphone de Mia vibra. Elle le vérifia rapidement, son expression devenant tendue. « Je suis vraiment désolé, Madame Rowe, mais on a besoin de moi ailleurs. Cela vous dérange d'attendre dans le salon? Il y a une télévision et des magazines de voyage sur les étagères. Je reviendrai vous chercher bientôt. » Sans attendre de réponse, Mia s'éloigna, parlant au téléphone tout en disparaissant dans le couloir. Depuis la porte, Lena capta des bribes de sa conversation. « Police, demain sécurité client arrive. » Seule dans le salon, Lena réfléchit à ce qu'elle avait entendu. L'inspecteur Beckett avait mentionné organiser une réunion avec le personnel, mais il n'avait pas donné de calendrier. Peut-être préparait-il déjà la visite de la police pour demain, et Skyreach attendait des clients qui ne devaient pas voir la police. Lena tendit la main vers son téléphone pour appeler Beckett, mais s'arrêta. Il était probablement encore sur le site de l'excavation. Il la contacterait quand il aurait des nouvelles. Après avoir attendu près de 20 minutes sans signe de retour de Mia, Lena décida d'explorer seule. Elle se souvenait du département de design créatif, un endroit que Daniel aimait lui montrer. Elle quitta le salon et parcourut les couloirs, passant à nouveau par la baie de maintenance et ce qui semblait être une salle de stockage remplie d'équipements. En s'approchant de la zone des bureaux, elle remarqua que la porte du bureau de Grant était entr'ouverte. En regardant par la petite fenêtre, elle fut surprise de voir non pas Grant, mais Mia à l'intérieur, ramassant frénétiquement des dossiers et des documents, les fourrant dans des chemises. Lena poussa la porte, frappant légèrement pour signaler sa présence. Mia, la jeune femme sursauta, serrant une pile de papier contre sa poitrine, les yeux écarquillés d'alarme. « Madame Rowe, j'allais justement venir vous chercher. Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Lena entrant. « Monsieur Mia les a appelés et dit qu'il avait oublié un document important, » expliqua Mia, la voix plus aiguë que d'habitude. « Il m'a demandé de le trouver, de le scanner et de le lui envoyer. Ce n'est que de la paperasse liée à l'assurance. » Mais en déplaçant les papiers, Lena aperçut ce qui semblait être un carnet de bord manuscrit étiqueté. Rapport de carburant. Par terre, près de Mia, il y avait une boîte en carton portant l'inscription « Archives », mais quelqu'un avait griffonné « à jeter » à côté en marqueur noir. Le regard de Lena se fixa sur un dossier visible au sommet du contenu de la boîte. En grosses lettres, il indiquait « Journal de maintenance, avril 2017, le mois et l'année où Daniel et Mira avaient disparu. Pourquoi avez-vous encore ces documents ?» demanda Lena à la voix ferme. « Je me souviens que la police avait requis tous les registres de maintenance lors de la première enquête. » Le visage de Mia pâlit. « Ce ne sont que des copies scannées des originaux donnés à la police, » bégaya-t-elle, évitant le regard de Lena. « Je dois vraiment finir cette tâche, Madame Rowe, si vous voulez bien m'excuser. » Lena recula, laissant Mia passer précipitamment avec les documents, toujours serrés contre sa poitrine. En la regardant presque courir dans le couloir, un sentiment de malaise l'envahit. Quelque chose n'allait pas à sa Skyreach Balloon. Troublée par le comportement suspect de Mia, Lena poursuivit sa visite autoproclamée. Elle se dirigea vers la section de design créatif, espérant renouer avec la partie de l'entreprise que Daniel aimait partager avec elle. En marchant dans un couloir orné de photos de montgolfières colorées survolant des paysages pittoresques, elle entendit deux employés masculins parler à voix basse au coin. « L'horaire du client a été changé pour aujourd'hui, » disait l'un. « Ils l'attendent dans moins d'une heure. »« Sitôt ?» répondit l'autre, inquiète. « Le client n'est pas content, mais Grant n'a pas beaucoup d'options. Demain la police sera là, et il veut que tout soit réglé d'ici là. Alors, concentre-toi sur les clients et fais disparaître ces boîtes. » Les hommes tournèrent au coin et se turent en apercevant Lena. Ils hochèrent poliment la tête, en passant, mais leurs expressions étaient tendues, presque coupables. Juste après leur départ, le téléphone de Lena sonna. C'était l'inspecteur Beck. Elle répondit rapidement, s'éloignant du couloir principal vers une petite alcôve avec une fontaine à eau. « Madame Rowe, » dit l'inspecteur, la voix grave, « nous avons trouvé d'autres preuves sur la montgolfière. Il y a des signes d'utilisation de contraintes, des indices d'une lutte physique à l'intérieur du panier, et ce qui semble être une arme. Nous avons aussi trouvé des preuves claires de sabotage sur la vanne du brûleur.
et le port de dégonflage. Le cœur de Lena battait à tout rompre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'était définitivement pas un accident. De plus, nous avons continué à fouiller la zone et trouvé ce qui semble être des fragments d'os humains enterrés plus profondément. Lena s'appuya contre le mur pour se soutenir. Vous pensez que quelqu'un les a tués? Nous soupçonnons fortement qu'une personne de l'entreprise était impliquée. Nous organisons des entretiens avec tout le personnel demain matin. Il y a une pause. Où êtes-vous maintenant, Madame Rowe? Je suis au siège de Skyreach avec Grant. Enfin, il est quelque part dans le bâtiment. Son assistante m'a fait visite. Grant Miles est notre principal suspect pour le moment, dit Beckett, baissant la voix, ainsi que quiconque travaillait dans la baie de maintenance. Quand votre mari et votre fille ont pris ce vol, Lena sentit le sol vaciller sous ses pieds. Grant, mais c'était le meilleur ami de Daniel. J'ai besoin que vous veniez à la station tout de suite, poursuivit l'inspecteur. Nous avons des preuves à vous montrer. Je suis au siège maintenant, dit Lena, observant un employé passer rapidement avec une pile de dossiers. Grant n'est pas là pour le moment. Il a dit qu'il devait s'occuper d'affaires d'assurance. Mais il se passe quelque chose d'étrange ici. Le personnel semble nerveux, agité. Écoutez-moi attentivement, Madame Rowe, dit Beckett, la voix tranchante d'urgence. Je veux que vous partiez immédiatement. Ne passez pas une minute de plus là-bas et ne rencontrez pas Grant pour l'instant. Compris? J'envoie des officiers pour vérifier. Oui, murmura Lena soudain effrayée. Après avoir raccroché, Lena se dirigea vers la sortie principale, l'esprit en ébullition. Grant, qui avait été comme une famille un suspect, cela semblait impossible. Mais les souvenirs de son comportement étrange ce matin-là, l'absence de chagrin, les appels secrets, les notifications sur l'ordinateur, les actions suspectes de Mia, commencèrent à former un schéma troublant. En approchant de l'entrée du bâtiment, elle aperçut Grant par une fenêtre. Il était dehors, dans le parking, près d'un buggy de l'entreprise avec 3 hommes. 2 portaient des costumes noirs et des lunettes de soleil. Le troisième, qui semblait être le chauffeur, était le même employé qu'elle avait entendu dans le couloir. Grant remit ce qui semblait être une enveloppe aux hommes, qui en vérifièrent le contenu, on aurait dit de l'argent, avant de monter dans un jeep et de partir. Lena recula rapidement de la fenêtre, se plaquant contre le mur pour ne pas être vue. Quel genre de transaction était-ce? Tout commerce lié aux produits de l'entreprise devrait passer par des canaux officiels. Cette pensée la troublait. Elle pouvait à peine croire qu'elle se cachait de Grant, un homme en qui elle avait totalement confiance depuis des années. Mais l'avertissement de Beckett résonnait dans son esprit. Elle vit Grant rentrer dans le bâtiment, le visage tendu et stressé, se dirigeant vers son bureau. Une fois qu'il fut hors de vue, Lena reporta son attention sur le jeep. Il s'était arrêté à un quai de chargement, où un petit camion à caisse était garé. Les hommes parlaient avec un autre employé, qui marcha ensuite vers le camion. Plusieurs employés chargeaient des boîtes dans le véhicule, des boîtes identiques à celles étiquetées, à jeter, qu'elle avait vues dans le bureau de Grant. La réalité la frappa durement. Il se débarrassait de preuves avant l'arrivée de la police. Quoi qu'il soit arrivé à Daniel et Mira, il était probable que Grant et ses employés le dissimulaient activement. Lena savait qu'elle devait suivre les instructions de Beckett, partir immédiatement ou attendre les officiers. Mais quelque chose la retint. Et si ces hommes savaient où était Mira? Et s'ils étaient sur le point de disparaître avec les preuves qui pourraient la mener à sa fille? Le cœur battant, Lena prit une décision éclair, en une fraction de seconde, et courut à travers le parking, vérifiant chaque véhicule. Elle trouva enfin une camionnette, déverrouillée. Elle ouvrit la porte, scanna l'intérieur, et les clés étaient là, dans la boîte à gants. Le cœur battant, Lena démarra le moteur et quitta le parking, gardant une distance avec le camion mais sans le perdre de vue. À un feu de circulation, elle s'approcha suffisamment pour maintenir un contact visuel, sans être repérée. « Désolé, inspecteur » murmura-t-elle pour elle-même en suivant le camion. « Mais je dois savoir » Le camion la mena à environ 20 minutes hors de la ville, tournant sur un chemin de gravier, qui serpentait à travers une forêt dense,
avant de déboucher sur une ferme abandonnée. Il n'y avait ni panneau, ni nom sur la propriété, juste une maison de ferme, usée, une grande grange et plusieurs bâtiments plus petits en mauvais état. Lena vit le camion s'arrêter derrière la grange, hors de vue de la route principale. Le jeep d'avant était déjà garé là, bien que les hommes en costume ne soient pas visibles. Gardant une distance sûre, Lena gara la camionnette sur un chemin d'accès envahi par la végétation. À environ, elle coupa le moteur et resta un moment, réfléchissant à ses options. La partie rationnelle de son cerveau hurait qu'elle devait partir, appeler Beckett et laisser la police s'en charger. Mais quelque chose de plus profond, peut-être l'instinct maternel, la poussait à avancer. Elle sortit de la camionnette et s'approcha prudemment de la ferme, restant dans la lisière des arbres, pour ne pas être repérée. Trouvant un groupe dense de buissons, à environ 50 mètres de la grange, elle s'accroupit, sortit son téléphone et envoya un texto à Beckett. J'ai suivi un camion depuis Sky Ridge jusqu'à une ferme abandonnée. Des hommes chargent des boîtes, agissent de manière suspecte. Je suis caché à proximité. Coordonnées GPS jointes. La réponse de Beckett arriva rapidement. Partez immédiatement. Éloignez-vous. La police va inspecter. C'est extrêmement dangereux. Lena était sur le point de répondre, quand un mouvement à la grange attira son attention. Les chauffeurs qu'elle avait vus sortir en premier, se dirigeant vers leur véhicule. Puis vinrent les deux hommes en costume et lunettes de soleil. Mais ils n'étaient pas seuls. Entre eux, ils traînaient à moitié une jeune femme, les yeux bandés et les mains liées. Malgré les années, malgré les changements causés par le temps et les épreuves, Lena la reconnut instantanément. Mira, sa fille, était vivante. Lena étouffa un cri, se couvrant la bouche. Les larmes brouillèrent sa vision, alors qu'elle regardait les hommes conduire Mira au camion à caisse et la guider brutalement à l'intérieur. Les doigts tremblants, elle envoya un autre texto désespéré à Beckett. « Ma fille est ici, vivante. Il la déplace. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Il y a au moins 4 hommes. » Les hommes continuèrent à travailler, sortant des boîtes de la grange et les chargeant dans le camion. Lena voulait courir vers sa fille, mais elle savait qu'elle serait immédiatement maîtrisée. Son seul espoir était d'attendre la police et de prier pour qu'ils arrivent à temps. Juste au moment où les hommes semblaient avoir fini, un SUV argenté familier rugit dans l'allée. C'était le véhicule de Grant. Il s'arrêta devant la grange et bondit dehors, le visage déformé par la fureur. « Lena » cria-t-il dans la cour vide. « Je sais que tu es là quelque part. Sors maintenant. » Les hommes près du camion et du jeep se figèrent, visiblement surpris par l'arrivée et l'éclat de Grant. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda l'un des hommes en costume. « Pourquoi es-tu ici? Qui cherches-tu? » « Une femme nommée Lena, » répondit Grant, désignant plusieurs hommes arrivés avec lui dans un autre véhicule. « Elle était au siège plus tôt et maintenant elle a disparu. Quelqu'un a vu l'une de nos camionnettes quitter le parking, et les images de sécurité ont confirmé qu'elle était au volant. Le signal GPS de cette camionnette s'est coupé dans cette zone. Il pointa la route. Elle l'a garée là-haut, sur le chemin d'accès. Elle doit être cachée quelque part par ici. Nous observons. Trouvez-la. » Les hommes en costume échangèrent des regards. « On n'a pas le temps pour ça, » dit l'un froidement. « On est là pour la fille, comme convenu. Tes problèmes ne nous concernent pas. » Grant passa une main dans ses cheveux, frustré. « Viens, prenez-la. Johnson, Riley, conduisez le jeep et le camion. Les autres, dispersez-vous et trouvez Lena. Elle ne peut pas être loin. » Lena s'accroupit plus bas alors que le moteur du camion rugissait. Elle regarda impuissante le véhicule contenant sa fille. S'éloigner de la grange, suivie de près par le jeep. Elle voulait désespérément les suivre, mais les hommes de Grant se dispersaient déjà dans la propriété, fouillant méthodiquement les buissons. Elle devait bouger. Restant aussi basse que possible, elle commença à ramper depuis sa cachette, cherchant une couverture plus dense. Une brindille craqua sous son genou, le son amplifié dans l'après-midi silencieux. « Par là !» cria Grant,
sa voix bien plus proche que Lena ne l'avait calculé. J'ai entendu quelque chose. Lena se figea, osant à peine respirer. Quoi que tu fasses, c'est inutile. Lena lança Grant, sa voix prenant une tonalité moqueuse. Ta fille n'est plus à toi, et bientôt personne ne la retrouvera jamais. Sors maintenant et peut-être qu'on peut arranger quelque chose. Elle entendait ses pas se rapprocher, le bruissement des feuilles et des branches unmistakable. Regardant désespérément autour d'elle, elle repéra un fourré plus dense à environ 6 mètres. Si elle pouvait l'atteindre sans être vue, elle aurait une meilleure chance de s'échapper. Les pas de Grant se firent plus forts. Elle pouvait maintenant le voir à travers les interstices du feuillage, balayant méthodiquement la zone, une arme à la main droite. Son visage, autrefois si familier et digne de confiance, était maintenant un masque de détermination froide, qui lui donnait des frissons. Tu ne fais que rendre les choses plus difficiles pour toi, lança Grant, faisant signe à ses hommes de se refermer depuis différents angles. On est amis depuis des années, Lena. Parlons-en comme des adultes. Lena savait qu'elle ne pouvait pas rester là. Grant se rapprochait de sa position, et ses hommes convergeaient depuis d'autres directions. Avec une lenteur atroce, elle commença à avancer vers le fourré, ne bougeant que lorsque le vent dans les arbres pouvait masquer ses bruits. Mais sa prudence ne suffisait. En changeant de position, son pied dérangea un groupe de feuilles sèches, criant un son doux, mais distinct dans la forêt silencieuse. Grant tourna la tête vers elle, un sourire froid s'étendant sur son visage. « Te voilà », dit-il doucement, levant son arme, et avançant directement vers sa cachette. Il fit signe à ses hommes, leur indiquant où Lena était dissimulée. Elle savait qu'elle avait des secondes, pas des minutes, avant qu'il ne soit sur elle. Mais juste alors que Grant faisait un pas de plus, le lointain hurlement des sirènes de police coupa l'air. Grant se figea, son expression passant de confiante à alarmée. « Bon sang !» jura-t-il, baissant légèrement son arme. « Tout le monde, retournez aux voitures maintenant. Bougez avant que la police n'arrive. » Ces hommes n'eurent pas besoin qu'on le leur dise 2 fois. Ils se précipitèrent vers la cour de la ferme, abandonnant leur recherche de lait. Grant s'attarda un moment de plus, scrutant les buissons une dernière fois, puis se tourna et courut vers son SUV. En quelques instants, les moteurs rugirent, et les véhicules s'éloignèrent de la cour, projetant du gravier en accélérant dans l'allée. Lena resta cachée jusqu'à être certaine qu'ils étaient partis, puis émergea prudemment des buissons, juste au moment où son téléphone commença à sonner. C'était l'inspecteur Beckett. « Où êtes-vous » demanda-t-il, lorsqu'elle décrocha. « Êtes-vous en sécurité ?»« Je suis à la ferme » dit Lena à la voix tremblante. Grant et ses hommes viennent de partir quand ils ont entendu les sirènes. Ils ont Mira, inspecteur. Elle est vivante, et ils l'ont emmenée dans un camion à quête. « Restez où vous êtes, » dit Beckett. « Dans quelle direction sont-ils partis ?»« À l'est sur la route principale. » Grant était dans son SUV argenté. « Il y a aussi un camion à caisse et un jeep. Ma fille est dans le camion, les yeux bandés. Et ils l'emmènent. Nous avons des unités à leur poursuite, » assura l'inspecteur. « Restez là jusqu'à ce qu'on arrive. » Lena raccrocha et courut vers la route principale. Elle devait voir ce qui se passait, savoir s'il sauverait Mira à temps. En atteignant la route, elle vit des voitures de police passer à toute vitesse, gyrophares et sirènes allumées. Au loin, elle distingua le SUV de Grant, maintenant bloqué par des véhicules de police, qui lui coupaient la fuite. D'autres voitures de police continuaient sur la route, probablement à la poursuite du camion et du jeep. Lena courut vers le barrage où Grant était retenu, le cœur battant. En approchant, elle vit des officiers, armes sorties, ordonner à Grant et ses hommes de sortir du SUV. Un par un, ils émergèrent les mains levées, puis furent forcés de s'agenouiller pendant qu'on leur passait les menottes. Le visage de Grant se tordit de rage en apercevant Lena. Il cracha par terre alors qu'on l'emmenait vers une voiture de police. « Comment as-tu pu » cria Lena, la colère et le chagrin, l'envahissant alors qu'elle confrontait l'homme, qui avait été comme une famille. « Qu'est-ce qu'on t'a fait ?» Un officier s'interposa, retenant Lena doucement. Mais la réponse de Grant trancha à travers le chaos, sa voix froide et pleine de venin. « Je vous détestais tous, grogna-t-il. L'entreprise devait être à moi.
Daniel ne méritait pas un sou. Avant que Lena ne puisse répondre, les officiers poussèrent Grant à l'arrière d'une voiture de police et claquèrent la porte. L'inspecteur Beckett s'approcha, l'expression sombre mais déterminée. « Mes hommes ont intercepté le camion et le jeep, dit-il. Ils ont sécurisé votre fille. Elle est en sécurité, Madame Rowe. » Les genoux de Lena faillirent céder de soulagement. « Emmenez-moi à elle, supplia-t-elle. S'il vous plaît. » L'inspecteur hocha la tête et la guida vers son véhicule banalisé. En chemin, il la mit à jour. « Nous fouillons la ferme et la grange pour d'autres preuves. Les premiers rapports suggèrent qu'ils utilisaient la propriété comme base d'opération depuis un certain temps. » Il jeta un coup d'œil à Lena. « Votre fille est avec les ambulanciers maintenant. Ils évaluent son état. » Lorsqu'ils arrivèrent au point d'interception, à environ 8 km sur la route, Lena vit le camion à caisse arrêté sur le bas-côté, entouré de véhicules de police. Les hommes qui transportaient Mira étaient menottés, assis par terre sous la garde de la police. Et là, à l'arrière d'une ambulance, enveloppée dans une couverture et assistée par des ambulanciers, se trouvait Mira. Elle semblait si différente, plus la fillette de 11 ans qui avait disparu, mais une jeune femme de 17. Son visage était plus mince, ses yeux plus vieux portant des ombres qu'aucune adolescente ne devrait avoir. Mais lorsqu'elle leva les yeux et vit Lena, la reconnaissance éclata instantanément. « Maman » appela-t-elle, la voix brisée. Lena courut vers elle, et elles s'enlacèrent avec force, comme si elles n'allaient jamais se lâcher. Elles pleurèrent ensemble, s'accrochant l'une à l'autre, alors que 6 ans de séparation les submergeaient comme une vague. « Tu m'as tellement manqué » sanglota Mira contre l'épaule de sa mère. « Je pensais que je ne te reverrais jamais. Je n'ai jamais arrêté de te chercher, jamais arrêté d'espérer, » murmura Lena, caressant les cheveux de sa fille. Lorsqu'elles se séparèrent enfin, les ambulanciers insistèrent pour continuer l'évaluation de Mira. Pendant qu'ils travaillaient, elle commença à raconter son histoire par phrases hachées. « Papa et moi devions être partis seulement 3h30 ce jour-là, » commença-t-elle, la voix faible mais déterminée. « Le vol était bien au début, magnifique même, mais quand nous étions loin, quelque chose a mal tourné avec la montgolfière. Papa a essayé de réparer, mais il a dit que c'était trop tard. » Les larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle continuait. « On s'est écrasé dans les bois. Papa m'a protégé pendant l'atterrissage, mais il a été gravement blessé en heurtant des arbres. La montgolfière s'est emmêlée, mais nous étions vivants. On a appelé à l'aide, et des hommes sont venus avec Grant. On pensait qu'ils venaient nous sauver. » Sa voix se brisa, et elle serra fort la main de sa mère. « Mais au lieu de ça, ils nous ont emmenés. Grant a tué papa. Il a dit que papa ne méritait pas l'entreprise, qu'elle était à lui, qu'il était celui qui travaillait dur pendant que papa mettait juste son visage partout. » Le corps de Mira tremblait de sanglots réprimés. Papa l'a supplié de me sauver au moins. Il répétait qu'ils avaient construit l'entreprise ensemble. Mais Grant n'a pas écouté. Il l'a tué là, alors que papa plaidait encore pour ma vie. Lena serra sa fille contre elle, ses propres larmes coulant librement. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait après ça ?» Le visage de Mira s'effondra, sa voix tombant à un murmure. « Ils m'ont emmené dans cette ferme abandonnée et m'ont enfermé sous terre, dans la cave à tempête. Grant m'a utilisé pour lui au début, pendant des années. Puis, récemment, il a commencé à m'emmener dans différents endroits. J'étais toujours drogué. Il laissait d'autres hommes m'utiliser aussi. » Son regard tomba sur ses mains tremblantes. Il prenait aussi des photos de moi. J'ai entendu les hommes parler de combien d'argent une seule photo rapportait, comment leur patron faisait un bon profit. Le sang de Lena se glaça en repensant aux bribes de notifications qu'elle avait vues sur l'ordinateur de Grant, ce matin-là. Une vague de nausée la frappa. Avait-il vraiment téléchargé quelque chose depuis chez elle juste après avoir découvert les preuves? Cette pensée la révulsa. Il n'avait montré aucun remords. Elle se tourna vers l'inspecteur Beckett, qui se tenait à proximité, et lui parla des messages. Il contacta immédiatement ses collègues au siège de Skyreach, par radio. Vérifier l'ordinateur de Miles pour des photos explicites de la victime, en ligne et hors ligne, ordonna-t-il. Après un bref échange, il se tourna vers Lena. Ils ont trouvé l'ordinateur et confirmé qu'il y a des images explicites, distribuées via un canal en ligne appelé Private Collection VIP. Les ambulanciers interrompirent pour informer que Mira devait être transportée à l'hôpital pour un examen plus approfondi.
Lena n'hésita pas. « Je viens avec elle », dit-elle fermement, montant dans l'ambulance à côté de sa fille. Alors que les portes se fermaient et que l'ambulance s'éloignait, Lena tenait la main de Mira fermement, jurant en silence qu'elle ne la lâcherait plus jamais. L'hôpital général d'Elden-Marai était un tourbillon d'activité alors qu'on admettait Mira. Médecins et infirmières se déplaçaient efficacement, vérifiant les signes vitaux, prélevant du sang pour des tests et effectuant des examens préliminaires. On demanda à Lena d'attendre dehors pendant qu'il réalisait une évaluation plus complète. Dans le couloir stérile, Lena s'effondra dans une chaise en plastique, son corps reconnaissant enfin l'épuisement de la journée. Elle sortit son téléphone et appela Nona, ayant désespérément besoin de partager les développements incroyables avec quelqu'un qui comprendrait. « Lena, que se passe-t-il » répondit Nona immédiatement, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Ils ont retrouvé Mira, Nona, » dit Lena, la voix brisée. « Elle est vivante, elle est à l'hôpital maintenant en train d'être examinée. »« Mon Dieu !» s'exclama Nona. « Comment ?» Lena raconta les événements de la journée, la découverte de la montgolfière, ses soupçons au siège de Skyreach, comment elle avait suivi le camion jusqu'à la ferme abandonnée, et le sauvetage de Mira par la police. Elle expliqua la trahison de Grant et le traitement horrible que sa fille avait enduré. « Tu avais raison sur le sabotage de la montgolfière », conclut-elle. « C'était Grant depuis le début. Il voulait l'entreprise pour lui tout seul. Et ce canal en ligne dont tu as parlé, demanda Nona, la voix tendue de colère. La police est déjà en train de le démanteler, assura Lena. Ils agissent vite. Après avoir promis de tenir Nona au courant de l'état de Mira, Lena mit fin à la paix. Le poids émotionnel de la journée l'accabla, et elle appuya sa tête contre le mur, fermant brièvement les yeux. Elle ne réalisa pas qu'elle s'était endormie jusqu'à ce qu'une main douce sur son épaule la réveille. Une doctoresse en blouse blanche se tenait au-dessus d'elle, une planchette à la main. « Madame Rowe, je suis le docteur Patel. J'ai examiné votre fille, » dit-elle. Lena se redressa immédiatement, alerte. « Comment va-t-elle » L'expression de la doctoresse était compatissante mais sérieuse. Physiquement, elle souffre de malnutrition et de déshydratation, que nous traitons avec des fluides intraveineux et un plan nutritionnel. Elle a aussi une infection dans son système reproducteur, probablement due aux abus qu'elle a subis. Nous l'avons mise sous antibiotiques pour cela. La doctoresse hésita, puis continua plus doucement. Le traumatisme psychologique est considérable. Madame Rowe, nous avons fait appel à une spécialiste qui travaille avec les survivants de captivité prolongée et d'abus sexuels. Votre fille aura besoin d'une thérapie et d'un soutien intensif. Lena hocha la tête, les larmes lui montant aux yeux. Puis-je la voir maintenant? Oui, mais elle est fortement sédatée. Elle a besoin de repos. Lena était sur le point de suivre la doctoresse, lorsque l'inspecteur Beckett apparut dans le couloir. « Madame Rowe, j'ai besoin de vous parler d'abord. Si cela ne vous dérange pas, dit-il. Ça ne prendra pas longtemps. » Avec un hochement de tête réticent à la doctoresse, Lena suivit l'inspecteur dans une petite salle de consultation. À l'intérieur, il lui fit signe de s'asseoir et plaça un dossier sur la table entre eux. « Je suis désolé de ne pas vous l'avoir dit plus tôt, » commença-t-il, ouvrant le dossier, pour révéler des documents officiels. Les tests ADN préliminaires sur les fragments d'os, trouvés sur le site de l'excavation sont terminés. Ils confirment ce que votre fille nous a dit. Les restes appartiennent à votre mari, Daniel. Malgré l'avoir entendu de Mira, la confirmation officielle frappa Lena comme un coup physique. Elle couvrit son visage de ses mains, s'autorisant un moment pour absorber la finalité. Daniel était vraiment parti, assassiné par l'homme en qui il avait le plus confiance. Nous avons trouvé plus de preuves dans nos fouilles à la ferme et au siège de Skyreach, continua Beckett, lui laissant le temps de se ressaisir. D'après ce que nous pouvons dire, l'accident a été planifié bien à l'avance. Grant avait suivi les schémas météorologiques et convaincu plusieurs employés de confiance de saboter la montgolfière ce matin-là. Il leur aurait promis des salaires plus élevés, une fois Daniel hors du tableau. Il glissa plusieurs photographies sur la table, images de l'équipement endommagé de la montgolfière, du site d'excavation et des documents saisis à Sky. Grant a tout manipulé, expliqua l'inspecteur. Le GPS de la montgolfière a été désactivé et retiré. Le lieu de l'accident était délibérément loin de la trajectoire prévue,
dans une section de la forêt interdite aux civils. Lors de notre recherche initiale il y a 6 ans, nous travaillions avec des journaux de vol falsifiés, concentrant nos efforts dans une zone totalement erronée. Lena secoua la tête, incrédule. Tout ça parce qu'il voulait l'entreprise que Daniel avait construite. Il a laissé Grant le rejoindre comme partenaire, parce qu'ils étaient amis. Il lui faisait totalement confiance. Selon les déclarations que nous avons déjà obtenues de certains employés de Grant, il était jaloux du rôle public de votre mari. Alors que Grant gérait les opérations, Daniel était le visage de l'entreprise, celui que les clients connaissaient, et en qui ils avaient confiance. Grant voulait cette reconnaissance, et une plus grande part des profits. Il n'a même pas de famille, dit Lena avec amertume. À quoi lui servait tout cet argent et cette gloire? Et faire ce qu'il a fait à Mira? L'expression de l'inspecteur s'assombrit. L'aspect du trafic humain est encore en cours d'enquête. D'après les preuves trouvées à la ferme et sur les appareils de Grant, il semble qu'il ait initialement gardé Mira pour ses propres fins. Ces dernières années, il a commencé à l'exploiter plus largement via ce canal en ligne, qui s'adressait à des clients très riches prêts à payer des sommes importantes pour du contenu exclusif. Ils ont mentionné un client qui venait aujourd'hui au lieu de demain, parce que la police serait là. Beckett hocha la tête. Nous pensons que Grant a accéléré leur calendrier. Quand il a réalisé que nous avions trouvé la montgolfière, il ne voulait laisser aucun détail avant notre arrivée pour interroger le personnel. Ils discutèrent des accusations auxquelles Grant ferait face. Meurtre au premier degré, enlèvement, trafic humain, exploitation d'enfants, manipulation de preuves, et plus encore, ainsi que des arrangements pour l'enterrement approprié de Daniel. Une fois l'examen médico-légal terminé, lorsqu'ils eurent fini, l'inspecteur accompagna Lena vers la chambre de Mira. « Nous aurons besoin de déclarations officielles de vous deux dans les prochains jours, » dit-il. « Mais pour l'instant, soyez simplement avec votre fille. Elle a plus que tout besoin de vous. » Devant la porte de Mira, Lena s'arrêta. « Merci, » dit-elle sincèrement, « de ne pas avoir abandonné l'affaire, même après toutes ces années. » L'inspecteur sourit tristement. « C'est mon travail, Madame. Je suis juste désolé qu'il nous ait fallu si longtemps pour découvrir la vérité. » Dans la chambre d'hôpital, Mira était allongée dans son lit, les yeux fermés, une perfusion goûtant dans son bras. Elle semblait si fragile, si jeune malgré les années qui lui avaient volé son enfance. Lena s'approcha doucement, ne voulant pas perturber son repos. Mais les yeux de Mira s'ouvrirent au son des pas. « Maman !» murmura-t-elle, tendant une main. Lena la prit immédiatement, s'asseyant sur le bord du lit. « Je suis là, ma chérie. Je ne vais nulle part. » Les yeux de Mira se remplirent de larmes. « C'est vraiment fini? Suis-je vraiment libre? Grant et ses hommes sont en garde à vue. Ils ne peuvent plus jamais te faire de mal. Tu es en sécurité maintenant. Je ne pensais pas te revoir un jour. » Admit Mira, la voix brisée. « Après un certain temps, j'ai commencé à croire ce qu'il me disait, que tu m'avais oublié, que tu avais continué ta vie. »« Jamais, » dit Lena avec ferveur. « Je n'ai jamais arrêté de te chercher. Je n'ai jamais arrêté d'espérer. Chaque jour, je pensais à toi et à ton père. Je me demandais où vous étiez, si vous étiez vivant. » Elles s'enlacèrent, mère et fille réunies après une séparation inimaginable. Le chemin vers la guérison serait long et difficile. Il y aurait des procès, des témoignages, des séances de thérapie, des cauchemars, et de nombreux défis, alors que Mira s'adaptait à la liberté, et que Lena apprenait à être parent d'une adolescente, traumatisée au lieu de la fillette de 11 ans qu'elle avait perdue. Mais à ce moment-là, dans la chambre d'hôpital silencieuse, avec le soleil de l'après-midi filtrant à travers les stores, il n'y avait que de la gratitude, pour l'opportunité de recommencer, pour le miracle de s'être retrouvé après tant d'années d'obscurité. « On traversera ça ensemble, » promit Lena, tenant sa fille près d'elle. Un jour à la fois, Mira hocha la tête contre son épaule. Et pour la première fois en 6 ans, elle s'autorisa à croire en un avenir au-delà de la captivité, une vie arrachée aux ondes. « Ensemble, » répéta-t-elle doucement, « c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Alors c'est par là qu'on commencera, » dit Lena, la voix ferme de détermination. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. La police poursuivit son enquête, démantelant le réseau de trafic humain lié à Grant. Ils trouvèrent plus de preuves à la ferme.
y compris des registres financiers détaillant les transactions de Grant, avec des clients internationaux. Le réseau Private Collection VIP fut fermé, et plusieurs des hommes impliqués furent arrêtés lors de raids coordonnés. Lena et Mira donnèrent leur déclaration officielle, un processus épuisant mais nécessaire. Mira, avec l'aide d'une thérapeute spécialisée, commença à reconstruire son sentiment de sécurité et de confiance. Lena resta à ses côtés, participant à des séances conjointes pour apprendre comment mieux soutenir sa fille. La communauté d'Eldenra se rassembla autour d'elle, offrant soutien et amour, bien que Lena savait que le chemin vers la guérison serait long. Les funérailles de Daniel eurent lieu 2 semaines plus tard, une cérémonie petite, mais émouvante. Dans le cimetière local, Lena et Mira restèrent ensemble, se tenant la main alors qu'elles disaient adieu à l'homme qui avait été le centre de leur vie. Bien que la douleur de sa perte fût immense, savoir que son assassin ferait face à la justice leur apporta un petit réconfort. Grant fut officiellement inculpé de multiples chefs d'accusation, et les preuves contre lui étaient accablantes. Les employés de Skyreach, qui avaient été complices, furent poursuivis, tandis que d'autres, comme Mia, coopérèrent avec la police, révélant comment Grant les avait manipulés ou menacés pour garder le silence. Avec le temps, Lena et Mira commencèrent à reconstruire leur vie. Lena vendit sa part de Skyreach, Balloon, incapable de supporter l'idée de maintenir un lien avec l'entreprise, qui avait été le catalyseur de tant de douleurs. Avec l'argent, elle créa un fonds pour soutenir les survivants du trafic humain, le dédiant à la mémoire de Daniel. Mira, bien que marquée par son passé, montra une résilience qui remplit Lena de fierté. Elle s'inscrivit dans une école locale, commençant lentement à se reconnecter avec le monde. Les cauchemars persistaient, mais avec le temps, ils devinrent moins fréquents. Elle trouva du réconfort dans l'art, remplissant des carnets de dessins exprimant à la fois sa douleur et son espoir. Un après-midi, des mois plus tard, Lena et Mira étaient assises sur le porche arrière de leur maison, regardant le coucher de soleil sur Elden. L'air était frais, et les couleurs du ciel reflétaient les tons de la montgolfière qui avait autrefois emporté leur famille. Mira posa sa tête sur l'épaule de sa mère, un geste devenu sa manière de trouver du réconfort. « Penses-tu qu'on ira vraiment bien un jour ?» demanda Mira, la voix douce. Lena prit la main de sa fille, la serrant doucement. « Je ne sais pas si nous irons vraiment bien un jour, ma chérie, mais nous serons ensemble. Et c'est plus que j'ai jamais osé espérer. Chaque jour que nous avons est un cadeau. » Mira sourit, un petit sourire mais sincère. « J'aime penser que papa veille sur nous. D'une certaine manière. Moi aussi, » dit Lena, regardant le ciel. « Et où qu'il soit, je sais qu'il est fier de toi. » Elles restèrent là, mère et fille, regardant le soleil sombrer derrière les montagnes, sachant que, bien que le passé ferait toujours partie d'elles, l'avenir leur appartenait pour le construire ensemble. Et dans ce moment de tranquillité, elles trouvèrent la force d'avancer, un pas à la fois vers une vie de guérison, d'amour et d'espoir renouvelé.